Bien. Merci d'être de retour, d'être en train de cheminer vers cette plénière, pour cette dernière d'ailleurs plénière de la journée. Nous allons faire dans quelques minutes connaissance façon speed dating avec 10 startups de la région. Mais en attendant, nous allons écouter une présentation, une keynote pour faire brancher, pour être dans le ton d'Eric Gossard. Mais avant de l'appeler, je vais quand même rappeler qu'il est spécialiste du capital investissement. Il travaille pour Serena et donc il va nous parler de la problématique des levées de fonds pour les startups du secteur de l'innovation en général et puis pour celles de l'intelligence artificielle en particulier. Eric Gossard, je vous invite à me rejoindre sur scène. Et oui, il y a un rituel, c'est le petit jingle. Eric Gossard, bonjour. Bonjour, je vous ai présenté comme spécialiste du capital investissement. Je me trompe pas J'espère en tout cas. Ouais, exactement. On va le voir dans quelques minutes. Ouais, écoutez, on dit, alors ça c'est valable, c'est une étude d'ailleurs mondiale que j'avais lue il n'y a pas très longtemps qui disait que, c'était la semaine dernière, je crois tout simplement, que lever des fonds quand on présentait un projet dans l'intelligence artificielle, aujourd'hui c'était entre guillemets très bankable. Ça intéressait beaucoup les gens comme vous. On va voir si c'est aussi le cas en France, et puis si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer le capital d'investissement. Eric Gossard, je vous laisse la scène. Ouais, avec je vous laisse plaisir. la scène pendant une vingtaine de minutes. Hein. Vous en faites ce que vous voulez, vous la rendez propre. Hein. On va faire en sorte. À tout à l'heure. Effectivement, oui, l'intelligence artificielle attire énormément de fonds en fait, parce que c'est la magie des buzzwords. Et je suis content d'être parmi vous aujourd'hui, puisqu'on est à un point d'inflexion, à la fois d'un point de vue technologique et financier. Il y a des choses extraordinaires qui se créent autour de l'intelligence artificielle. Dans le domaine de la santé, par exemple, il y a des chercheurs allemands, français et américains qui ont rendu une étude autour de la recherche sur les cas de mélanome. Ils ont fait travailler des algorithmes, et ces algorithmes-là étaient capables de rendre des bons diagnostics dans 96% des cas. Ils ont comparé ces études-là aux résultats de 58 médecins. Et les 58 médecins étaient capables de rendre de bons diagnostics dans seulement 86% des cas. C'est 10 points de moins que la machine. Les médecins étaient capables de faire un petit peu mieux s'ils avaient des zooms agrandis des mélanomes et s'ils avaient des informations concernant les antécédents des patients. Ça, c'est une thématique. Il y a plein d'autres sujets. Il y a l'agriculture. Autour de l'agriculture, grâce à des technos de computer vision, aujourd'hui, on est capable de détecter un certain nombre de maladies sur des plantes, d'être capable de dire s'il faut ou non irriguer la plante, de décider quelle zone il faut épandre. C'est encore un autre domaine. Un autre domaine qui est la mobilité, qui est encore très balbutiant aujourd'hui, mais sur lequel il y a énormément de recherches qui se font. Grâce aux technologies hardware et software qui sont de plus en plus sophistiquées, on est capable d'imaginer les villes du futur. Il y a quelques voitures qui tournent aux États-Unis, quelques bus en Suisse, et c'est encore le début. Il y a d'autres champs d'application. Là, c'est un exemple qu'on a vu tout à l'heure déjà, sur la création d'images de visages humains. Ces visages-là n'existent pas. Il n'y a pas d'application business aujourd'hui concrète. Ça fait un peu plus peur qu'autre chose, mais ça permet d'imaginer le champ des possibles. Et la réalité, c'est qu'il s'en est passé des choses depuis 1956. 1956, c'est la date à partir de laquelle on a arrêté de donner le nom de calculateur au calculateur et qu'on a enfin donné le nom à ces machines, le nom d'ordinateur. Et avec ça, la science de l'intelligence artificielle s'est aussi ouverte, avec plusieurs sous-branches. Le machine learning à partir des années 90 et le deep learning à partir des années 2010. Tout ça, ça a été rendu possible par plein d'éléments, plein de facteurs différents. Des facteurs qui sont hardware, avec des hardware de plus en plus robustes et solides, qui permettent de processer une grande quantité de data. Il y a aussi les services cloud, qui permettent finalement d'externaliser, de décentraliser les calculs de données. Il y a d'autres éléments qui sont la création d'algorithmes, des algorithmes qui sont de plus en plus puissants et qui permettent donc de traiter cette donnée-là. Il y a la disponibilité de data, puisqu'aujourd'hui tout est numérisé, on a tous un smartphone dans la poche, on est capable de produire de la data qui permettent d'enrichir et d'alimenter ces algorithmes-là. Et enfin, il y a tous les talents et l'entrepreneuriat de manière générale qui s'intéressent à cette science-là. Évidemment, tout ça ne serait pas possible s'il n'y avait pas derrière de l'investissement. Et en fait, on est vraiment arrivé à un point d'inflexion, parce qu'aujourd'hui, on est rentré dans un cercle vertueux en termes de financement. Les progrès en intelligence artificielle attirent de plus en plus d'investissements.
Ces mêmes investissements permettent de financer des entrepreneurs qui mettent sur le marché et à disposition du grand public des produits, qui eux-mêmes collectent de la donnée, améliorent les algorithmes et permettent à nouveau de faire des progrès en IA, qui eux-mêmes attirent des investissements, etc., etc., etc. Tant bien même qu'aujourd'hui, il y a une startup sur 10, slide un peu lourde, une startup sur 10 qui se crée dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je crois qu'il y a un petit problème avec les slides, à mon avis, elle est un petit peu lourde, la suivante. Voilà, j'ai mis un peu trop de logos. J'ai voulu représenter en fait les 1000 startups qui ont été créées depuis 2014. Notre ordinateur n'est pas assez puissant. Ouais, je vois ça. Je reviens un petit peu en arrière. Hop, super. Une startup sur 10, voilà exactement. Une startup sur 10 se crée dans l'univers de l'intelligence artificielle. Alors évidemment, il y a plein de bullshit autour de l'intelligence artificielle. Hein. Il y a une étude il n'y a pas très longtemps qui est sortie et qui dit que 40% des sociétés européennes qui disent faire de l'IA n'en font effectivement pas. Et ce sont de simples arbres de décision. Donc nous, on a catégorisé les boîtes IA en 3 catégories. La première, c'est les Feature AI. Ces Feature AI, en fait, c'est des sociétés qui sont nées avant l'ère de l'IA et qui finalement intègrent des briques d'IA pour améliorer leurs services. Je prends un exemple. Salesforce, par exemple, qui n'est plus vraiment une start-up, mais qui a une offre large autour du CRM, intègre des briques d'intelligence artificielle pour améliorer le service et l'expérience utilisateur. Je suis commercial, j'utilise le CRM Salesforce, et j'ai des informations additionnelles sur mes leads potentiels. Il y a une autre typologie de boîte, c'est des AI tools, qui sont des fournisseurs de tech. Je crée des briques tech autour de la NLP ou de la computer vision et je les vends à d'autres acteurs. Je vais les vendre d'ailleurs aux Feature AI companies, qui soit achètent, soit acquièrent. Et la dernière catégorie, c'est les sociétés qui sont AI first. AI first, ça veut dire que le produit n'a aucune valeur sans l'intelligence artificielle. Ça serait le cas, par exemple, d'une société qui déciderait de faire de la détection de tendance à destination des marques de luxe ou de la mode. Et ce, à travers de la computer vision qui viendrait analyser, par exemple, des images Instagram. Ici, l'intelligence artificielle est au cœur du produit. Donc ça représente combien d'argent tout ça? Ça représente en 2017 un peu plus de 2 milliards investis dans les sociétés d'intelligence artificielle. C'est 4 fois plus que ce qu'on investissait dans les startups en intelligence artificielle en 2014. Pour vous donner un ordre de grandeur, en gros, en Europe, on investit chaque année à peu près 20 milliards, et là, c'est 2 milliards qui sont dédiés à l'intelligence artificielle. Ce qui a permis de financer depuis 2014, le slide suivant est un peu lourd aussi, ce qui a permis de financer un peu plus de 1000 sociétés depuis 2014. Je laisse le slide passer. 1000 sociétés dans des secteurs qui sont très variés. Il y a des secteurs qui sont liés à l'agriculture, on l'a vu tout à l'heure, et surtout, il y a des grands champions qui se distinguent dans tout ça. Il y a l'Angleterre, qui lead clairement le marché européen de l'investissement, qui a investi à peu près 800 millions de dollars dans ses startups en 2017. C'est 2 fois plus que ce qu'elle n'investissait l'année précédente. Il y a la France, je vois que les salles passent très mal, la France qui a investi un peu plus de 400 millions de dollars dans ses startups en 2017, et l'Allemagne 300 millions. Dans des secteurs qui sont donc très variés, mais ce qui domine clairement aujourd'hui, c'est la santé, la sécurité et le domaine des feedtech de manière générale. Ce qui est assez logique finalement, puisqu'en fait, c'est des secteurs qui, par nature, nécessitent un grand nombre d'investissements pour pouvoir financer les phases de R&D et atteindre une taille critique pour finalement toucher le marché, notamment si on prend le cas des fintech B2C. Avec des cas d'usage qui sont très concrets. Là, je prends par exemple Euritech, qui développe des algos de computer vision et qui développe en fait un software qui permet de nourrir les marques de mode avec des analytics, des insights à travers des flux d'images Instagram. Donc là, c'est de la computer vision. Il y a les secteurs de l'agriculture. Gamaya, qui a levé un peu plus de 7 millions et qui permet, à partir de données hyperspectrales, de détecter sur les plants de café certaines maladies ou de prédire le plan de croissance de la plante. Des sociétés autour de la santé,
Hawking, qui a levé un peu plus de 18 millions de dollars auprès d'Otium Venture et de Google Venture, et qui permet, grâce à l'IA, de développer des nouveaux médicaments. Tout ça, ça a un impact réel, en fait. Ça a un impact réel sur l'emploi. On a calculé qu'en fait, pour 100 000 dollars investis, je suis désolé, c'est en dollars tout ça, pour 100 000 dollars investis, on crée à peu près un job en Europe. 100 000 dollars égale un emploi. C'est à peu près réparti de façon équitable entre le UK, la France et l'Allemagne. Depuis 2014, il y a plus de 32 000 emplois dans ce secteur-là qui ont été créés. C'est encore pas grand-chose, mais ça débute. Évidemment, on retrouve nos gagnants de tout à l'heure. Environ 10 000 emplois à Londres, 4 000 à Paris et 2 000 à Berlin. Donc vous voyez, c'est un écosystème qui grandit et qui est relativement éclaté à l'échelle de l'Europe. C'est très disparate aussi en termes de sociétés. Historiquement, on finançait essentiellement des sociétés early stage, ce qui est assez logique puisqu'il faut bien commencer quelque part. Les montants investis étaient globalement répartis entre 0 et 5 millions. Donc c'était plutôt du financement early stage. Et pour la première fois en 2017, il y a des tours supérieurs à 10 millions de dollars qui ont été réalisés. Environ 16 sociétés au UK, une dizaine en France. Ce qui montre que l'écosystème grandit et attire de plus en plus d'investissements. Avec évidemment des leaders, donc là je prends des exemples. Graphcore, qui est une société anglaise, qui a levé un peu plus de 300 millions de dollars, qui est dans le domaine des semi-conducteurs et qui permet de créer des microprocesseurs capables de processer plus de data et des algorithmes plus puissants. DataIQ, qui est une société qui est française, qui a levé plus de 100 millions de dollars, qui nettoie la donnée pour la préparer pour faire tourner des algos dessus. Et Acrolinx, qui applique de l'IA au domaine des marques et de la création de contenu. Bref. Mais la réalité, c'est que ces cas-là, ça reste des exceptions. Ça reste trop souvent des exceptions. Le marché européen, aujourd'hui, les 4 milliards qui ont été investis, ont produit majoritairement des sociétés qui, au maximum, aujourd'hui, sont capables de faire entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est le maximum qu'on peut créer aujourd'hui en Europe. Et ce qui est assez logique, puisque si on regarde l'acronyme GAFA, il n'y a aucun acteur européen dans cet acronyme-là. Et c'est encore plus logique sur les sociétés d'intelligence artificielle, parce que ça reste des boîtes qui sont deep tech, avec des cycles de R&D qui sont longs, des besoins qui sont assez importants avant d'arriver à aboutir à un produit qu'on peut scaler commercialement. Et les boîtes IA, aujourd'hui, elles font face à plusieurs freins. Déjà, les talents. Aujourd'hui, l'offre de talents est largement inférieure à la demande. Donc il y a une réelle guerre autour des talents. Ensuite, pour avoir des algorithmes à peu près respectables, il faut accéder à de la donnée. Et ça reste encore pas si évident que ça. Donc on investit de l'argent, à peu près 2 milliards, du coup en Europe en 2017. Mais quand on regarde à l'échelle quand on dézoome et qu'on regarde à l'échelle mondiale, les investissements sont beaucoup plus importants à l'échelle mondiale. Il y a 5 milliards qui ont été investis. Pendant que nous, on investissait 2 milliards, il y a 5 milliards qui ont été investis aux États-Unis. Et pendant cette même période, il y a 7 milliards qui ont été investis par les Chinois. Je suis désolé, je me suis amusé avec les slides, j'en ai fait des beaucoup trop lourdes. Donc ça vous donne l'ordre de grandeur. 2 milliards en Europe, 5 milliards aux États-Unis et 7 milliards en Chine. Ce qui est logique, puisque la Chine, aujourd'hui, elle est en train de sortir d'une économie d'exportation industrielle pour rentrer dans une ère de services et d'IA. Pendant que la France a un plan quinquennal d'investissement d'1,5 milliard, la Chine prévoit d'investir 20 milliards par an. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on doit s'arrêter là et plier boutique? Ce n'est pas vraiment le cas. En fait, il faut continuer d'accélérer les investissements. Et c'est nous, à notre échelle, ce qu'on se propose de faire chez Serena, puisqu'on a levé un premier fonds dédié à l'intelligence artificielle. C'est le premier fonds européen dédié à l'intelligence artificielle, qui fait aujourd'hui 70 millions d'euros, qui a financé une quinzaine de sociétés. Voici quelques logos. Voilà.
Si vous voulez accéder à toutes ces informations, l'ensemble des sociétés qui ont levé de l'argent depuis 2014, je vous propose de suivre ce lien, bit.ly/NAIA19, bit.ly/NAIA19, et vous retrouvez l'ensemble des sociétés qui ont levé de l'argent depuis 2014, ainsi que nos différents rapports sur l'intelligence artificielle qu'on publie de façon annuelle. Si vous êtes un entrepreneur, vous cherchez des fonds, vous pouvez me contacter, mon adresse email est ici, ou me suivre sur Twitter. Merci beaucoup. Eric Gossard, merci. 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 Maintenant, bon, on sait où klaxonner si on a besoin de fonds. Le moment est venu de donner la parole à 10 startups, tout aussi intéressantes les unes que les autres et tout aussi prometteuses les unes que les autres. On va faire ça dans l'ordre. Alors, c'est un moment de Naïa qui a été co-construit avec le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. À l'issue de ces présentations, je demanderai à Anne-Laure Bedu, qui est élue du conseil régional, de monter sur scène et nous. Oui, voilà, elle me fait un signe, histoire de clore cette séquence qui va commencer en beauté, j'ai envie de dire, même s'il n'est pas question de farm tech ou de beauté tech. Je vais inviter le cofondateur de Do You Dream Up. C'est une société bordelaise qui est pionnière du chatbot, de me rejoindre sur scène. J'appelle Cyril Texier. Ouais, vos applaudissements. Cyril Texier, bonjour. Bonjour. Alors vous connaissez la règle? Enfin non, vous la connaissez pas, je vous l'apprends. Allez, c'est 2 minutes. 2 minutes chrono. Il y aura un petit signal qui vous indiquera que ça y est, vous êtes au bout de la course. Et puis à la fin, je vous poserai une petite question. Ça sera une question rituelle qui reviendra 10 fois, histoire de bien lasser. Comme un bot. Exactement. Oui, je suis un bot. En fait, je suis un bot. Cyril Texier, c'est à vous. Bonjour, je suis Cyril Texier, cofondateur de la société Do You Dream Up, dit DIDU, DYDU. On existe donc depuis 10 ans, cette année. Nous sommes un éditeur de logiciels spécialisé en traitement automatique de langage naturel, ce qui s'appelle un NLP, Natural Language Processing. Nous sommes propriétaires de notre techno et notre métier est de comprendre les questions des utilisateurs des sites internet et des applications mobiles à l'écrit comme à l'oral et d'y répondre de manière automatique. Donc, soit en engendrant un dialogue, ce qu'on appelle un chat, et bot parce que c'est un robot derrière. En 2018, on a géré environ 600 millions de conversations automatisées à travers nos clients, et ce en 10 langues. Alors bien sûr, on est français, donc on est meilleur en français, mais on est aussi bon en anglais, en espagnol, en portugais brésilien, en finnois, etc. En 2018, on fait une petite croissance aux alentours de 30%. L'année dernière, on a géré plus de 100% de croissance. Nous sommes à l'heure actuelle basés à Bordeaux, où il y a Jérôme qui est dans la salle, qui gère la partie RD et qui est cofondateur de la société. Nous sommes 52 collaborateurs. Tout à l'heure, on parlait de fonds. Nous, on n'a toujours pas levé de fonds à date. Donc, on fait partie des boîtes qui n'ont pas levé de fonds. Donc, ça changera peut-être. Mais aujourd'hui, on vit sur nos propres fonds. Et la répartition est, on va dire, 60% des collaborateurs à Paris et 40% à Bordeaux. Donc, nous sommes propriétaires d'une techno de Natural Language Processing à destination de plusieurs usages qui peuvent être des callbots. Donc, c'est un assistant virtuel au téléphone, ce qu'on appelle un SVI en langage naturel, mais aussi bien en voicebot. Donc, ça peut être des objets connectés, ça peut être des Google Home, des Alexa, etc. C'est des chatbots qui est notre métier premier. Donc, sur des sites internet, on écrit et on pose sa question et il nous répond de manière automatique. Mais c'est aussi dans la domotique, mais aussi sur des robots humanoïdes. Tout à l'heure, j'ai vu un Pepper qui était là-bas. On a réussi à se brancher avec un Pepper et donc d'interagir avec un robot, et toujours dans un mode dialoguant. Nous ne sommes pas sectorisés ni verticalisés à date. Ça veut dire que notre solution peut être utilisée à plusieurs usages, en interne comme en externe. Le facteur est passé. Vous avez quand même 2 secondes, vous pouvez encore finir. C'est bon. Cyril Texier, je vais vous poser donc cette question rituelle. Didu, dans 5 ans, vous voyez où et combien? Allez. Alors, dans 5 ans, c'est compliqué. Dans la tech, ça va très vite. Ça bouge tous les jours. On est à Bordeaux. Dans 5 ans, j'espère qu'on sera toujours à Bordeaux. Plus nombreux, qu'on aura créé des emplois. Et j'espère qu'on sera aussi certainement en Amérique du Nord ou aux Amériques. Voilà. Merci beaucoup et bravo. La petite sonnette, on dirait, c'est un vélo. J'ai l'impression que quelqu'un allait pénétrer en vélo sur la scène.
Il est fondateur de Lumen AI, c'est une société paloise, si je me trompe, il me corrige. C'est une technologie qui a pour client la DGA. Alors là, comme ça vous dit rien. Mais enfin, justement, il va venir vous en parler et en 2 minutes, il va tout vous expliquer. Il s'appelle Sébastien Lousteau et je l'invite à me rejoindre après le lancement de la petite musique. Sébastien, bonjour. Bonjour. Bon, ben, la règle, vous la connaissez maintenant, hein. 2 minutes et puis une sonnerie de vélo. Ok, pas de souci. Donc, les slides vont arriver. On est Lumen AI, on est une start-up issue du monde de la recherche. On a 3 ans d'existence et aujourd'hui, le message qu'on veut passer, c'est qu'on lance enfin notre plateforme de machine learning temps réel. Voilà. Donc moi, je suis Sébastien, je suis chercheur à l'origine. J'ai passé 10 ans à l'université à concevoir des nouveaux algorithmes de machine learning. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Lumen AI est issu de mes travaux de recherche, voilà, et on va vous présenter qu'est-ce qu'on fait depuis 3 ans, depuis qu'on observe le marché. Donc l'idée, c'est que depuis 3 ans, on propose des choses assez différentes aux entreprises qui ont des maturités assez différentes. Ça peut être du conseil, de l'audit, des études scientifiques, de la formation, des tutoriels. On double tous les ans. Aujourd'hui, on est 13 personnes. On a bac plus 82. On a atteint le 1 million d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. On n'a pas levé de fonds non plus. On se finance avec nos clients. Et ça permet surtout de financer notre R&D et notamment donc, de développer des algorithmes et des briques techno qu'on a maintenant interfacées pour des data scientists sur un produit qu'on lance aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'objectif de Naya, c'est que tous les data scientists repartent avec un flyer pour tester notre outil, dataviz.lumenai.fr, pour avoir les retours et construire avec eux un outil qui est branché directement à un flux de données et qui va évoluer et apprendre en temps réel, c'est-à-dire apprendre sur un flux de données et modifier ses décisions en fonction des données qui arrivent. L'idée, c'est que pour démarrer cette semaine, vous pouvez voir évoluer une chaîne de Markov en temps réel. Ce qu'on pourra faire dès la semaine prochaine, c'est plugger vos propres données pour, par exemple, brancher vos données à un flux et faire évoluer les décisions directement à un flux de données, de capteurs, par exemple, pour de la maintenance prédictive, ou bien des réseaux sociaux pour de la veille e-réputation. Voilà. Et puis l'idée, c'est de construire ce produit avec les data scientists qu'on a sélectionnés dans notre réseau, dans le monde entier. Pour l'instant, il y en a quelques-uns en Chine, il y en a aux États-Unis, il y en a bien sûr en France. Envoyer des questionnaires toutes les semaines pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils veulent la semaine d'après pour construire un produit qui est en adéquation avec ce que veulent les data scientists et puis leurs entreprises. Voilà. Bah, dites donc, on n'a même pas eu le bruit, là, on n'a même pas eu ce plaisir-là. Vous avez fait le tour de la question en moins de 2 minutes. Bravo, Sébastien Lousteau, bravo. Alors, la question rituelle, hein, c'est, voilà, vous voyez combien, où dans 5 ans? Ok. Nous, on veut essayer de contribuer à un avenir meilleur. Donc, j'espère que dans 5 ans... C'est ambitieux, ça. J'espère que Google, dans 5 ans, sera mort et qu'il arrêtera de capter nos données avec un modèle de surveillance. Donc nous, on se voit bien à la place de Google, mais moins gros pour Google, que ce soit plus équilibré. Si tu nous écoutes. Voilà, donc on sera 1000 et il y aura d'autres boîtes comme nous, il n'y aura pas qu'un Google avec tous les experts. Ok, voilà. On prend date, hein. Dans 5 ans, on se revoit. Enfin, ça va être difficile de vous solliciter dans 5 ans, vous serez une star. Merci beaucoup et bravo encore. C'est au fondateur de Desky qui va nous emmener sur la trace de l'IA au service de la médecine, je crois. Que je vais donner la parole. J'invite à venir sur scène Bertrand Moal, musique, et c'est parti. Allez, Desky en 2 minutes. Parfait. Bonjour, donc je m'appelle Bertrand Moal, je suis docteur en biomécanique et futur médecin de santé publique au CHU de Bordeaux, et j'ai créé Desky, qui veut dire apprendre en breton, il y a 3 ans. On développe des solutions d'intelligence artificielle pour l'imagerie médicale. On a travaillé pour la colonne vertébrale et pour les AVC. Et on a décidé de se spécialiser sur l'échographie récemment. Pourquoi l'échographie? Parce qu'à l'heure actuelle, dans le monde médical, il y a un paradoxe entre les besoins en imagerie médicale qui explosent. On a de plus en plus besoin d'imagerie dans le diagnostic, dans le suivi des patients. À l'heure actuelle, il y a 2/3 des gens qui n'ont pas accès à l'imagerie médicale et on cherche une solution pour leur donner cet accès. Mais le problème, c'est que l'offre en analyse d'image médicale stagne parce qu'il est compliqué de former des médecins capables d'analyser ces images et que ça représente un coût pour les sociétés qui ont des budgets de santé restreints. L'échographie, dans ce cadre-là, a vraiment un enjeu de santé publique.
parce que c'est une imagerie qui est facilement démocratisable. Elle est de plus en plus portable. Il y a une révolution en cours. On passe de sondes maintenant qui étaient des tours à des sondes qui se branchent directement à des téléphones portables. Elle est non irradiante et elle est pas chère comparée aux autres types d'imagerie. Et donc il y a l'idée que la sonde échographique devienne le stéthoscope du médecin de demain. Le problème, c'est que c'est des images complexes à analyser. Il faut des experts. Et l'objectif de Desky est donc en fait de rendre accessible cette expertise à des médecins non spécialistes via des solutions d'intelligence artificielle. On travaille avec le CHU de Bordeaux, avec qui on co-construit nos algorithmes à partir des données qui sont générées tous les jours par le soin courant pour, d'une part, aider les médecins non spécialistes à obtenir les bonnes images d'échographie et en plus à analyser de manière automatique ces images. Il faut bien se rendre compte que ces solutions vont avoir un impact pour les pays comme la France, où on sait qu'on a des problèmes avec des déserts médicaux, mais dans les pays en voie de développement, où les systèmes de santé ne sont pas encore complètement mis en place et que l'accès à l'imagerie est très compliqué, l'impact au niveau de la santé sera beaucoup plus fort. Merci beaucoup. Bertrand Moelle, on n'est pas trop sévère, on vous laisse quand même le temps de finir la phrase. Je vous remercie. Bon, en tout cas, je note une chose, c'est que vous êtes tous bien rompus quand même à l'exercice. Je suppose, Bertrand, que c'est pas votre premier pitch, même de 2 minutes, même s'il est très rapide. Allez, Desky à prendre donc en breton. Dans 5 ans, c'est où Desky? Desky, on aimerait être leader dans l'imagerie médicale et l'intelligence artificielle. Bon, ben ok, on note. C'est enregistré. Hein. Merci beaucoup. Merci. Il est le fondateur de Glyph à La Rochelle. Il a tout parié sur notre besoin de retrouver du sens et puis des livres. Ouais, des livres. Je vais demander à Guillaume Debec de venir me rejoindre sur scène. Guillaume, bonjour. Bonjour. Allez, Glyph en 2 minutes. En 2 minutes. Bonjour à tous. Ces derniers jours, vous avez beaucoup entendu parler de livres à l'occasion du Salon du Livre de Paris. La radio nous a raconté plein de différentes facettes du livre. Aujourd'hui, je voudrais en rajouter une. La lecture est une activité avant tout solitaire. Ceci dit, le livre est un objet profondément social. Je vous raconte une petite histoire, un petit exemple. Il y a longtemps, dans un train corail, j'ai vu 2 personnes sortir un livre chacune. Il s'avère que c'était le même livre. Et ce livre a provoqué une discussion qui a duré pendant tout le trajet et peut-être bien plus. On a créé Glyph parce qu'on voulait multiplier ces moments hors du temps, ces moments exceptionnels. Glyph est donc une application qui transforme chacun de vos livres papier en réseau social. C'est une appli pour enregistrer votre bibliothèque, pour la croiser avec celle d'autres utilisateurs. Vous avez adoré un livre, vous pouvez grâce à Glyph trouver d'autres personnes qui ont adoré ce même livre autour de vous. Vous voulez absolument acheter tel livre maintenant, Glyph va vous dire où le trouver en stock chez un de nos 700 libraires partenaires. Vous pouvez imaginer Glyph comme une sorte de LinkedIn, sauf qu'au lieu d'être défini par votre carrière professionnelle, vous êtes défini par vos livres. Dis-moi qui tu es, je te dirai ce que tu lis ou l'inverse. Glyph est actuellement en bêta publique depuis février 2018 et ça marche très fort. Plusieurs dizaines de milliers de personnes utilisent l'application. Quelques millions de livres ont été rajoutés par les utilisateurs. Donc après ce décollage, et avec toutes ces données, on est actuellement en train de fabriquer des services radicalement nouveaux pour les éditeurs, pour les libraires, pour les auteurs, pour tous les acteurs du livre. Et il y a fort à faire parce que le marché du livre, c'est un marché absolument massif qui pèse plus lourd que la télévision et le cinéma réunis. C'est un marché qui vend plus de 400 millions de livres par an rien qu'en France, qui fabrique plus de 76 000 nouveautés par an. Et ce qui est absolument exceptionnel, c'est que c'est un marché qui découvre à peine aujourd'hui le potentiel du marketing digital. Je vous remercie. Si vous voulez participer à la bêta, c'est très simple. Glyph, G-L-2-E-P-H, sur les meilleurs stores. Vous serez les bienvenus sur Glyph. Merci Guillaume Debec. Allez, Glyph dans 5 ans alors. Alors Glyph dans 5 ans, c'est 5 langues. Et ce que j'espère avant tout, parce qu'on est en quête de sens, c'est que Glyph aura permis aux libraires indépendants de finalement tailler des croupières à Amazon sur le marché du livre. Merci beaucoup Guillaume. Je vous en prie. Alors il a créé, alors je ne sais pas comment l'appeler, Cible R, Ciblé, j'en sais rien, il nous le dira mieux. C'est une société qui
qui fait de nous des consommateurs joueurs et puis vice-versa, des joueurs consommateurs. Enfin. Merci d'accueillir Erwan Simon. Petite musique, et c'est parti. Ah, c'est un vrai timing, hein? C'est Cibler. C'est Cibler. Ok. Bonjour à tous. Allez, Cibler en 2 minutes. Alors, donc moi, je m'appelle Erwan Simon, je suis le fondateur de Cibler. Donc, pas plus tard qu'il y a quelques minutes avant de venir, je me suis arrêté au Starbucks. Et quand le manager de Starbucks m'a vu, il a réalisé que je venais ici. Il m'a dit, est-ce que je peux te donner 1 000 € et tu fais venir le maximum de personnes dans mon Starbucks? Je dis, pas de souci, moi, je vais te faire 100 codes de 10 € et je vais vous les proposer. Donc, ceux qui veulent aller au Starbucks avec 10 € de promo, vous pouvez venir me voir. Le seul problème de ça, c'est qu'il y a à peu près 150 personnes qui sont intéressées. Donc, les plus intéressés, les 100, ils vont récupérer un code. Et en fait, il y a une 50aine d'entre vous qui potentiellement étaient intéressés par un café, mais ne vont pas venir. Vous êtes des hésitants et vous n'allez pas procéder à l'acte d'achat. Nous, ce qu'on va faire chez Cibler, c'est qu'on va travailler la data, analyser vos comportements et identifier des profils de gens qui sont hésitants, potentiellement intéressés et qui ont besoin d'une incentive pour passer à l'acte d'achat. Aujourd'hui, Cibler s'applique au retail, à la mode, aux télécoms, aux voyages. Et l'idée, c'est de proposer aux entreprises des solutions de marketing prédictif qui vont permettre de cibler des offres promotionnelles grâce à l'intelligence artificielle. Donc on fait 3 choses. La première, c'est qu'on analyse vos données passées temps réel dans une logique de mieux comprendre vos clients. La deuxième, c'est qu'on fait une prédiction de votre comportement d'achat. Et la troisième, c'est qu'en fonction de votre comportement, nous allons vous cibler des incentives qui vont vous permettre d'obtenir la bonne offre pour vos envies. Donc on est 8 personnes, on existe depuis 1 an et demi, on travaille pour Cdiscount, pour l'Occitane. Et s'il y a un chiffre à retenir, c'est qu'aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on est capable de multiplier par 2 à 3 les campagnes de marketing de ce type-là. Merci. Ouais, on n'a même pas eu besoin de la petite sonnerie. Erwan, dans 5 ans, Cibler, c'est où? Dans 5 ans, en fait, ce qu'on s'est rendu compte... C'est quoi la cible? Ouais, en fait, aujourd'hui, les offres promotionnelles ciblées, personnalisées, il y a très peu d'industries qui savent le faire. Le voyage, ne sait pas le faire. Le retail, sait le faire. La mode, très difficilement. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est proposer une techno qui soit accessible aux marques et à toutes ces industries, comme les banques aussi, et qu'ils puissent utiliser Cibler comme un tiers de confiance dans une logique à la fois de créer des offres promotionnelles, de les cibler et de les distribuer aux bonnes personnes au bon moment. Merci beaucoup, Erwan. Merci. Applaudissements. Celui qui va venir, qui va monter sur scène, il prouve que pour monter une medtech, alors je vais vous confier un secret, c'est quand même pas complètement contre-indiqué d'être médecin. Je vais demander à Clément Goers de me rejoindre pour parler de Synapse. Clément Goers, bonjour. Bonjour. Synapse en 2 minutes. Tout à fait. C'est pas contre-indiqué, c'est même recommandé. C'est même recommandé. C'est même recommandé. Bonjour à tous. Donc, comme ça vient d'être dit, je suis médecin à la base et bioinformaticien. J'ai d'abord travaillé ici à l'INSERM à Bordeaux avant de partir faire de la recherche à Stanford en Californie. Et à mon retour, il y a 18 mois, j'ai cofondé Synapse Medicine. Synapse Medicine, c'est quoi? C'est une plateforme d'intelligence artificielle au service du bon usage du médicament. Ça veut dire que concrètement, notre métier, c'est d'aider le médecin à mieux prescrire, le pharmacien à mieux délivrer le médicament et le patient à mieux prendre son traitement. Comment on fait ça? En fait, on est une boîte qui fait beaucoup de traitements automatiques du langage, si ça vous parle. Ça veut dire qu'on a des algorithmes qui, jour et nuit, lisent de la documentation médicale, des dizaines de documents médicaux, pour les comprendre, pour mettre les connaissances médicales de Synapse à jour et permettre à un médecin, à un pharmacien, à un patient d'interroger Synapse et de savoir comment il doit utiliser ses médicaments et quels sont les risques de sa prescription. On est une jeune société, on a 18 mois, on vient d'annoncer ce matin notre première levée de fonds de 2,5 millions d'euros, avec le support de la région Nouvelle-Aquitaine, bien sûr. Et on est en train de se déployer dans les principaux hôpitaux français. Et on sera bientôt dans la poche de tous les médecins. Merci. Ah, dites donc, c'est vraiment c'est rythmé, on sent aussi. Oui, oui, oui. On peut applaudir. Allez, Synapse dans 5 ans. Vous avez une petite idée quand même. Je sais parce que j'en ai déjà discuté avec vous. On sera entre la France, la Californie et le Japon. Et comme je viens de le dire, dans la poche de tous les médecins. Carrément. Bon, on a pris date. Hein. Bon, peut-être qu'on se reverra avant 5 ans. Merci beaucoup Clément. J'avais vraiment pas besoin de...
Il est data scientist pour la société Displays qui optimise l'impact économique des écrans publicitaires. La pub efficace, entre guillemets, ben c'est pas entre guillemets d'ailleurs. La pub efficace, c'est eux. Je vais demander à Essam Sedan de me rejoindre sur scène. Essam, bonjour. Merci. Alors, même chose, Displays en 2 minutes, ça va être dur. Hein. Allez, enfin, vous avez l'habitude hein. des trucs un peu flashy, un peu punchy, non? Allez, vous avez 2 minutes, vous allez voir. C'est largement assez. Ça marche. Mais je pense qu'ici, en fait, nous tous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que start-up, on a le même problème fondamental, c'est de se faire connaître. Comment faire connaître nos produits, comment les faire découvrir aux bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment. Et en fait, nous, nos produits Displays, c'est bien, vous les connaissez déjà tous. Vous y avez déjà tous été exposés sans vraiment le savoir. Car grâce à notre plateforme, on a déjà opéré des centaines de campagnes de publicité sur des écrans digitaux extérieurs. Vous nous avez vus dans des centres commerciaux quand vous allez faire vos courses le week-end. Vous nous avez vus le matin en déposant vos enfants à l'école quand vous prenez la voiture. Vous nous avez vus quand vous allez à Paris pour vos rendez-vous professionnels dans toutes les stations de métro et de RER. Grâce à Displays, vous pouvez avoir accès au support de communication qui enregistre la plus forte croissance depuis maintenant 3 ans. Ce sont les écrans digitaux extérieurs, comme cela. Ce sont des écrans géants que vous trouverez en bord de route. Ce sont des écrans comme cela que vous trouverez dans toutes les vitrines de magasins ou dans les salles de gym. Et ce sont tous des écrans qui peuvent diffuser des vidéos impactantes pour le consommateur et qui vont se trouver exactement à l'endroit où il réside, où il travaille, où il se détend, où il se promène en famille et où il consomme. Grâce à notre technologie, notre base de données et notre IA, vous allez pouvoir construire des campagnes optimisant l'impact de votre message publicitaire en exploitant à la fois des données issues de notre propre R&D qui est venu qualifier et comprendre les écrans pour savoir quelle est exactement la population qui est exposée, savoir quelle est leur visibilité, savoir à quel moment il faut les activer. Vous allez pouvoir exploiter les données de nos partenaires qui vont vous donner des modèles de consommation pour savoir quand est-ce que viennent vos consommateurs, mais aussi vos propres données issues de vos CRM, de vos Google Analytics, pour aller cibler votre audience, voire même celle de votre concurrent. Donc aujourd'hui, Displays met à la portée du marketing programmatique, le marketing dirigé par la donnée et par les algorithmes, ces écrans de nouvelle génération qui sont tous connectés, qui sont tous des capteurs et qui vont diffuser des vidéos à très fort impact. Merci à tous. Bravo Sam, pile poil sur la sonnette. Et Sam, dans 5 ans, Displays? Displays, je pense dans 5 ans, j'aimerais bien que ça soit dans tous les plans médias, c'est-à-dire qu'il y ait une petite part, une moyenne, grande part pour des écrans digitaux, et que ça soit surtout des B2B, du B2C, voire des institutionnels qui utilisent ce support de communication qui est très puissant. Merci à vous. Merci beaucoup, Essam. Ouais, applaudissements à nouveau pour la sortie de scène. Merci. Il est cofondateur de NFC Interactive, ou NFCI, une société qui fait parler les machines, si je voulais faire simple. Allez, je vais inviter Serge Chaumette à venir me rejoindre sur scène. Il en parle mieux que moi. Bonjour. Serge, bonjour. Bon, 2 minutes, j'ai compris. Voilà, il n'y a pas d'exception. Donc, je m'appelle Serge Chaumet, je suis professeur à l'Université de Bordeaux et chercheur au Labri. Et je suis par ailleurs cofondateur et VP Innovation de NFC Interactive. Alors, pourquoi nous avons créé NFC Interactive? Pour les locaux de l'étape, dont les nouveaux Aquitains, vous avez probablement entendu parler de l'incident qu'il y a eu au niveau d'Anguin, près de Pau, en 2014. Un TER percute un TGV, une centaine de blessés et plusieurs millions d'euros de dégâts matériels. Donc c'est comme ça que nous avons démarré, que notre aventure débute. Nous avons commencé notre activité avec un use case d'envergure, puisque nous avons travaillé là-dessus avec le numéro 4 des réseaux ferrés au niveau mondial, qui est la SNCF. Notre métier, nous, c'est de collecter des données, de les sécuriser, de les faire remonter vers des back-office, puis de les analyser. Donc on s'intéresse à tout type de données, des données capteurs, mais aussi des données venant de différents types de systèmes d'information. Notre expertise est centrée sur le ferroviaire, donc c'est vraiment notre ligne directrice. Nos gros clients aujourd'hui, c'est la SNCF, c'est Vinci, et en particulier sa filiale Mesea sur la ligne LGV Bordeaux-Tours. C'est Keolis avec qui nous avons travaillé. Nous travaillons aussi dans le domaine de la logistique avec GT Location, pour qui nous faisons des produits utilisés par des industries de la défense. Et aujourd'hui, nous approchons d'autres milieux industriels, et en particulier pour mettre un pied dans le domaine de l'aéronautique.
Alors pourquoi l'industrie? Parce que nous pensons que dans l'industrie, aujourd'hui, tout est prêt pour s'intéresser et pour mettre en place un processus que l'on appelle Internet des données. Donc IoD, Internet of Data, au lieu de IoT, Internet of Things. Parce qu'aujourd'hui, collecter et traiter des données, ce n'est pas uniquement remonter des données des capteurs, mais c'est s'interfacer avec tous les systèmes d'information qui peuvent exister dans une entreprise. Ceci intègre les capteurs, naturellement, mais pas seulement. Donc nous, notre travail, c'est de collecter ces données-là et de les analyser, de sorte à fournir aux industriels un état à l'instant T de leur installation, de leur site, mais aussi et surtout de leur fournir un état dans le futur, un état prédictif. Donc c'est le Saint Graal en fait, de la maintenance prédictive, et c'est sur ça que nous travaillons aujourd'hui. Merci Serge Chaumette. Allez, dans 5 ans, NFC Interactive. Alors la question m'arrange, exercice de prospective. La question m'arrange parce que aujourd'hui nous sommes 15, donc nous sommes localisés sur Bordeaux, donc nous sommes une start-up issue de l'université, donc je suis content d'être dans ce contexte-là, bien entendu. Nous avons pu, grâce à l'écosystème local, aussi bien université, French Tech, région, métropole, etc., mettre à plusieurs reprises un pied au Canada, en particulier à Montréal. Donc nous travaillons toujours au développement côté nord-américain. Donc ça, c'est dans nos perspectives à relativement court terme. Et puis, développement international dans les années à venir, en particulier la semaine prochaine, nous allons à Lille sur un salon qui s'appelle le CIFER, donc c'est le salon mondial du rail, et on a été déjà sollicité par 5 ou 6 délégations étrangères qui souhaitent venir voir nos solutions. Merci beaucoup. Oui, effectivement, il y a une vraie actu et des vraies perspectives. Merci beaucoup, Serge Chaumette. Et bravo à NFC Interactive. Ideas Ubiquity. Alors là, je vais vous laisser vous expliquer ce qu'il fait exactement parce que mon intelligence naturelle vient d'atteindre ses limites. Là, j'ai bien besoin d'un complément artificiel, sans doute. Je vais demander à Eric Alphonse de me rejoindre sur scène et venir m'expliquer, m'expliquer. Eric, bonjour. Bon, alors en 2 minutes, vous allez faire de moi quelqu'un de moins ignare, sans doute. Je vous laisse nous expliquer ce qu'est Ideas Ubiquity. Alors bonjour, pour ces 2 minutes, j'ai choisi de vous parler de comment on construit une IA aujourd'hui, de pourquoi il va falloir faire différemment demain et d'où nous en sommes. Aujourd'hui, la quasi-intégralité des intelligences artificielles ont besoin de stockage pour opérer, c'est-à-dire de disques durs pour stocker les informations afin de les traiter et construire les modèles qui font fonctionner ces IA. Mais vous le savez bien entendu, puisque c'est au cœur de toutes les problématiques de protection de la vie privée. Ces données sont stockées pour un temps indéfini, réutilisées sans aucun contrôle, ou alors fuites sur Internet, comme on l'entend un petit peu chaque jour. Alors, ce n'est pas une problématique de vie privée qui va faire changer les pratiques de stockage de Google et consorts, mais pourtant, il va falloir innover et créer demain des IA sans stockage pour 2 raisons. La première raison, c'est que les IA avec stockage sont lentes à s'adapter. Elles vont d'abord stocker les données et attendre, pour les meilleures, plusieurs heures avant de pouvoir être mises à jour. Nous, ce que l'on veut maintenant, ce sont des IA réactives qui s'adaptent en temps réel à nous, à leur environnement. La seconde raison, c'est que les capacités de stockage sont dépassées par le déluge des données. Les fabricants de disques durs ont annoncé qu'ils ne rattraperaient jamais le retard pour la simple et bonne raison qu'il va y avoir des problèmes d'accès aux ressources naturelles. Alors, en plus, on n'en est qu'au début. Bien évidemment, l'Internet de demain, c'est quoi? Ce sont tous les objets connectés. Ce qui a fait dire aux conseillers techniques de Facebook qu'il n'y a pas plus grande innovation que celle qui permettra de traiter les flux de données à la volée sans stockage. Alors, chez IDAS, nous avons anticipé ce besoin. Et après 8 années de R&D, nous offrons à nos clients la première plateforme industrielle d'IA décisionnelle sans stockage, réactive, économe en ressources et garante de la protection des données. Nous sommes installés à Bordeaux et nous sommes en pleine phase de recrutement de chercheurs et d'ingénieurs en machine learning, systèmes distribués et DevOps. Donc si vous êtes intéressé par l'IA sans stockage, contactez-nous. Merci. Merci Eric. Bon, j'en sais un peu plus, ça y est, je suis un peu moins ignare. Et alors, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus sur ce que sera IDAS dans 5 ans. Alors, nous, on est dans le secteur du machine learning as a service. Il faut savoir que ça fait 10 ans que les startups se cassent les dents pour trouver la bonne formule et faire décoller les usages. Nous pensons avoir trouvé cette formule. Donc, dans 5 ans, on se voit comme un des leaders du machine learning as a service. Merci beaucoup, merci pour ça. Pareil, on prend note. Hein. Merci.
Il représente une société qui s'appelle Dunforce, une plateforme internet qui permet d'automatiser, ça va intéresser beaucoup d'entreprises, hein, qui permet d'automatiser la relance client, les relances clients. Je vais demander à Baptiste Dupont de venir me rejoindre sur scène pour nous en parler pendant 2 minutes. Baptiste, bonsoir. Bonjour. Enfin, bonjour. Allez, Dunforce. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Baptiste Dupont. J'ai 20 ans et je suis business developer au sein de la société Dunforce. Donc, pour vous présenter rapidement Dunforce, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel SaaS vous permettant d'automatiser toute la relance client selon des canaux différents et des plans de relance différents. Donc, Dunforce a été créé il y a maintenant un peu plus de 2 ans suite à un constat très simple. On a remarqué qu'aujourd'hui en France, que ce soit dans les PME ou dans les grands groupes, environ 48% des factures B2B sont payées en retard. Donc pour vous, dans vos équipes, vous devez prendre du temps pour relancer de manière personnalisée vos clients dans le but de vous faire payer le plus rapidement possible. Donc nous, Dunforce, on intervient à ce moment-là pour vous aider dans votre quotidien à gérer justement de manière automatique vos relances clients en respectant 3 critères. Le premier étant de gérer le risque en vous proposant des indicateurs de risque pour chacun de vos clients, maîtriser les coûts dans le but que votre relance client vous coûte le moins cher possible et bien évidemment le tout en respectant votre relation commerciale. Donc Dunforce, pardon, excusez-moi. Donc Dunforce, aujourd'hui, les résultats qu'on remarque chez nos clients, c'est une réduction d'environ 80% du temps consacré à cette tâche. Et pour une entreprise ayant une moyenne d'une centaine de factures par mois, une réduction de 35% de son délai moyen de paiement. Donc avec Dunforce, se faire payer à temps n'a jamais été aussi simple. Et c'est pourquoi je vous invite à nous rejoindre sur notre stand pour que nous puissions discuter un peu plus en détail de comment Dunforce peut s'intégrer aujourd'hui avec vos logiciels métiers. Merci. Merci Baptiste. Alors Dunforce, je vous vois très ambitieux, donc j'imagine le meilleur. Dunforce dans 5 ans, alors on en est où? Alors en fait avec Dunforce, on veut essayer de sauver le monde une facture à la fois. Donc on espère que d'ici 5 ans, on sauvera toutes vos factures. C'est très modeste. Merci beaucoup Baptiste. Merci à vous. C'était Baptiste Dupont de Dunforce. Bon, ben voilà, on est arrivé au bout de cette séquence de pitch de 10 startups, une séquence qui a été co-construite avec le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Anne-Laure Bedu, qui est élue à la région et en charge de l'innovation, est ici présente. Elle va prendre la parole après ces pitchs. Je vous l'invite à monter sur scène et à venir nous parler de la façon dont elle a ressenti cette séquence-là. Alors, Bedu, bonsoir. Bon, alors je pense que là vous êtes dans votre élément, et puis 2, je pense que tout ce que vous avez entendu c'est plutôt intéressant, et plutôt porteur d'espoir, connaissant le rôle quand même du Conseil régional dans l'accompagnement de certaines de ces startups d'ailleurs qui ne sont pas privées de le rappeler. Bah, je pense que vous avez passé un bon moment, non ? Oh ben, j'ai passé un très bon moment, bien sûr. Ben, évidemment, c'est extrêmement encourageant et puis c'est toujours très agréable de voir les projets qui se concrétisent quand la région les a accompagnés à différentes étapes. On sait très bien que c'est difficile de créer une start-up, que ce soit dans le domaine du numérique, de l'intelligence artificielle ou d'autres. Donc moi, je suis déléguée à l'innovation, au transfert et à l'accélération. C'est-à-dire je m'occupe de l'ensemble du développement économique et je touche aussi beaucoup à l'enseignement supérieur et à la recherche dans mes fonctions. C'est mon seul mandat, donc je suis élue depuis 3 ans et j'ai le plaisir de découvrir sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine l'ensemble des projets qui se développent et qui sont liés. Alors, pas forcément toujours au numérique, mais je suis très en lien avec, puisque c'est normalement mon collègue Mathieu Azoir qui est délégué au numérique et que je remplace aujourd'hui. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous. Moi, je suis plutôt sur l'accompagnement du développement économique en général et de l'ensemble des structures et des entreprises à tous leurs stades de développement, du concept jusqu'à l'internationalisation. Donc, c'est très vaste et c'est très stimulant. Donc, effectivement, on a vu la diversité des secteurs concernés par l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, d'abord, merci d'avoir créé cet événement parce que
l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, mais il y a quand même un besoin de pédagogie, d'échange et je dirais de déminage. Comprendre ce que c'est quelque chose de très complexe. On confond souvent l'intelligence artificielle tout simplement avec le numérique, avec des usages simples. Le deep learning, c'est pas la même chose. Donc on a besoin encore de déminer ce concept et puis aussi, je crois, de pédagogie, de rassurer, d'expliquer que l'intelligence artificielle, c'est pas forcément quelque chose qui doit faire peur. Ça peut être quelque chose qui fait peur, mais je dirais comme n'importe quel outil, il représente simplement peut-être un moyen un peu décuplé, un outil super puissant potentiellement, donc allant vers des objectifs positifs ou plus négatifs. Donc c'est d'abord une promesse économique. Il faut rappeler des chiffres en 2015. Donc c'était 90 millions, ce que ça représentait en France. La promesse, c'est qu'en 2025, on est donc à 200 millions et qu'en 2025, on est à 90 milliards. Oui. Donc, c'est vraiment exponentiel économiquement. Et pour le moment, il faut quand même dire la vérité, la France, l'Union européenne, on se trouve... On est un peu à la traîne. On est totalement à la traîne, je crois qu'on peut le dire. Pas en termes d'innovation, mais en termes de business, oui, pour l'instant. En termes de business, on a beaucoup de mal à s'imposer parce qu'on n'a pas fait partie des premiers leaders sur le marché. On parle évidemment beaucoup des GAFA, on parle des États-Unis, on parle de la Chine. Et les investissements, le rapport de Cédric Villani avait insisté sur le besoin d'investissement, mais il est encore, même s'il était très en deçà de ce qu'on avait pu faire avant, c'est pas encore suffisant pour s'imposer sur le marché. Donc ça, c'est quand même une énorme difficulté dont on est conscient. Donc c'est vrai à l'échelle de l'Union européenne, c'est vrai à l'échelle de la France. Et nous, en Nouvelle-Aquitaine, on est très conscients de ça. On essaie de faire ce qu'on peut. Bon, on est quand même dans un contexte qui est compliqué. J'avais eu l'occasion au salon Novac, qui s'était passé d'ailleurs dans ces lieux au mois de septembre. Voilà. On avait travaillé avec d'ailleurs mon collègue David Angevin qui est là sur le programme Université du futur, où on adresse justement d'un point de vue justement très pédagogique, philosophique, politique, technique, les questions autour de l'intelligence artificielle. Et on avait rencontré le JEDI. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'est le JEDI pour les gens qui ne connaissent pas, donc le Joint European. Voilà, mais ce n'est pas forcément celui-là spontanément que je pensais. Non, pas forcément, voilà, mais il faut savoir que cette chose-là existe. Moi, je les avais trouvés assez formidables. Des gens qui ont décidé de manière assez punchy de rentrer sur le marché européen de ces sujets et d'aller à la conquête internationale de ces sujets en portant une certaine éthique et en faisant un couple assez étroit avec l'Allemagne et la France sur ces sujets. Donc j'aimerais, moi, qu'on puisse continuer à avancer avec eux et à les soutenir pleinement. Je pense que les régions ont tout à fait leur place dans ce sujet. Donc c'est une promesse économique, c'est une promesse technologique. Je crois qu'on l'a vu, tous les cas qui ont été présentés, c'est formidable. On a dans la santé, dans le e-commerce, on a dans les fintech, on a aussi un colloque fintech qui a lieu, je crois que tu connais bien ça, Pascal, en octobre-novembre et qu'on va réitérer. Donc tout ce qui va concerner legal tech, les assurances, etc. On est en pleine révolution, un service qui est directement adressé vers le citoyen, les civic tech également, donc l'élu que je suis, qui a, je crois, le sens des responsabilités, a envie justement de mettre aussi l'intelligence artificielle au service d'une démocratie qui fonctionne mieux, qui fonctionne vraiment. On entend beaucoup de choses aujourd'hui sur ces sujets qui montrent qu'il y a non seulement des besoins, mais aussi des espoirs à satisfaire. Donc c'est une promesse de ce point de vue, mais c'est aussi une promesse sociétale. Et là, c'est peut-être la plus importante, avec des espoirs, c'est-à-dire c'est formidable dans la santé, quand on est dans la prédiction, quand on est dans la capacité finalement à se dire, bon, effectivement, on va bien mieux diagnostiquer à partir de certains outils en dermatologie, en gynécologie, dans des tas de domaines, de permettre aux gens d'avoir une meilleure santé et d'être diagnostiqués de manière plus précoce. C'est quand même formidable, on peut que s'en féliciter. Vous parliez du médecin augmenté, donc c'est vrai que ça ne doit pas faire peur, au contraire, c'est merveilleux. C'est simplement une capacité à aller plus loin, à voir mieux et à utiliser l'intelligence humaine couplée avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est le scénario idéal. C'est vrai aussi dans la compréhension du vivant. Moi, je suis impliquée, je suis entrepreneur, j'ai créé une start-up qui mélange numérique et préservation de la biodiversité, qui traite de reconnaissance vocale dans le domaine du vivant. Nous, c'est les chants d'oiseaux. Mais les chants d'oiseaux, c'est aussi les mammifères marins, c'est comprendre comment ils fonctionnent, c'est comprendre de quoi ils sont victimes, etc. Donc, on a
des choses sociétalement à porter avec l'intelligence artificielle qui vont vraiment être formidables. Le problème, c'est que la recherche en France est un peu moins orientée sur ces sujets à vocation, je dirais, sociétale, éthique, liés à l'écologie, au développement durable, à l'environnement, qui sont les grands défis du siècle de demain avec l'intelligence artificielle, et un petit peu plus sur des sujets qui sont très porté business. Alors en soi, moi je n'ai rien contre le business, je ne vais certainement pas dire ça. Simplement, parfois, en tant qu'opérateur public, orienter un petit peu plus le soutien à la recherche sur des sujets qui sont porteurs sociétalement, ça me paraît bien. Et puis, on a un défi politique, philosophique, j'allais dire anthropologique, ontologique avec l'intelligence artificielle. On ne va pas parler de l'humain augmenté, du transhumanisme, etc. On a au Japon Monsieur Matsumo qui se présente aux élections avec une photo de lui qui est en fait la photo de son robot et qui décrit, qui dit écoutez, moi pendant que mon robot s'occupera des affaires publiques, moi j'irai à la pêche ou faire autre chose. Donc on voit bien qu'on est à des moments de rupture avec des choses très inquiétantes, ce qui se passe en Chine avec le contrôle facial et le contrôle social facial. Ouais, vous êtes le scoring par des caméras et vous êtes même maintenant filmé par votre démarche, Pascal, je l'ai bien reconnu. Voilà, donc si vous avez envie de vous masquer pour ne pas être reconnu en Chine, eh bien vous serez quand même reconnu parce qu'on est capable de vous reconnaître simplement à votre démarche. Donc ça évidemment interpelle le monde politique et particulièrement la responsabilité des décideurs publics qui mettent des investissements publics dans ce type de projet. Donc en tout cas, nous, on les choisit, on les accompagne et puis on est très fiers de ce qu'on nous a présenté aujourd'hui et il y en aurait eu bien d'autres aussi. Et là, c'était une sélection. Oui, c'était une belle sélection. Mais c'était une belle sélection. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une science en mouvement, effectivement, avec des questionnements en mouvement aussi. Je vais rappeler peut-être une chose que j'ai oublié de rappeler depuis le début de cet après-midi. Vous savez, il y a ce fameux hashtag Naya 2019. N'hésitez pas à réagir à ce que vous aurez entendu et éventuellement vous exprimer via Twitter et via ce hashtag Naya, donc 2019, tout attaché. Je vais maintenant demander à Philippe Métayer de French Tech Bordeaux de venir me rejoindre pour une prise de parole de quelques minutes. Philippe Métayer, bonjour. Bonjour à tous. Je suis Philippe Métayer, je suis le directeur général délégué de French Tech Bordeaux et je ne vais pas faire un pitch technologique, ni d'innovation, ni vous présenter une start-up. Puis tout simplement, je vais répondre au problème premier des entrepreneurs, qui est celui du recrutement. On a beaucoup entendu parler de technologie, d'innovation, mais il y a un vrai sujet, une vraie crise mondiale des compétences, un vrai sujet sur le recrutement. Et on le voit par les titres que vous avez sous les yeux, où en fait on parle de crise de compétences, on parle de guerre silencieuse des talents, guerre mondiale des talents. Et pour répondre à ce problème du recrutement, qui est un vrai frein au développement des startups et des entreprises innovantes, la French Tech a mis en place au niveau national un dispositif qui s'appelle French Tech Visa. French Tech Visa, c'est un dispositif qui permet à n'importe quelle entreprise innovante en France de recruter une personne de l'étranger, et quand je dis de l'étranger, je dis hors Union européenne, de manière accélérée. French Tech Visa est un dispositif gratuit pour les entreprises. French Tech Visa est sans condition de diplôme, puisqu'on se base uniquement sur les compétences par rapport au profil de poste qui est proposé par l'entreprise. French Tech Visa propose de recruter donc pour l'entreprise une personne, quel que soit son pays d'origine, et attribue un visa pour la personne recrutée, mais également pour la personne qui sont dans l'environnement familial de la personne recrutée, c'est-à-dire le conjoint ou la conjointe, et les enfants mineurs. Et French Tech Visa est ce qu'on appelle start-up compatible. Tout simplement, c'est que la prise de décision entre le moment où l'entreprise a choisi de recruter la personne et où la personne arrive dans l'entreprise, jusqu'à maintenant, le délai était d'environ de 9 à 12 mois. Avec ce dispositif, le délai sera de moins d'1 mois. Donc l'idée, c'est de se mettre dans la temporalité, dans le besoin des entreprises, pour faire en sorte qu'elles puissent avoir les compétences et les talents pour pouvoir développer leurs propres produits ici, sur notre territoire et en France. French Tech Visa, il y a 4 critères qui permettent aux entreprises de bénéficier de ce dispositif. Pour que les entreprises puissent bénéficier de ce dispositif, elles doivent répondre à un seul des 4 critères, pas les 4 critères, un seul des 4.
Le premier des critères, c'est d'avoir le statut JEI, Jeune Entreprise Innovante. Un grand nombre de startups répondent à ce statut, un grand nombre d'entreprises y postulent, mais c'est un des premiers critères. Ce peut être un deuxième critère qui est celui d'avoir reçu des fonds innovation de l'État dans les 5 dernières années. Quand je dis de l'État, c'est par exemple une bourse French Tech dès l'amorçage des startups. Donc ça, c'est un simple critère qui permet dans les systèmes d'information de l'État de faire en sorte que cette entreprise est une entreprise innovante. Un troisième critère possible, c'est d'être financé par un fonds de capital risque français. À partir du moment où la startup ou l'entreprise a des investisseurs français et qu'elle a fait un tour de table des levées de fonds, elle peut simplement être éligible au dispositif innovation et donc au dispositif French Tech Visa. Et le dernier critère possible, c'est tout simplement d'être accompagné par un accélérateur ou par un incubateur qui est partenaire de ce dispositif. Et nous avons la chance sur notre territoire d'avoir 3 accélérateurs partenaires de ce dispositif French Tech Visa. L'accélérateur Bordeaux Techno-Ouest, l'accélérateur Unitech et l'accélérateur Emera. Ce qui veut dire que toutes les startups qui sont accompagnées, accélérées par ces 3 accélérateurs, Bordeaux Techno-Ouest, Unitech et Emera, de facto, elles peuvent utiliser ce dispositif French Tech Visa pour recruter des talents de l'étranger hors Union européenne en moins d'1 mois. C'est la promesse du dispositif French Tech Visa qui a démarré très concrètement depuis le 1er mars et qui est disponible pour toutes les entreprises qui répondent à l'un de ces 4 critères, tout simplement sur le site visa.lafrenchtech.com. Merci. Merci beaucoup Philippe Métayer, c'était clair, net, précis, on sait où aller, on sait où taper et maintenant la chasse est ouverte aussi aux talents avec les outils qui vont bien pour ça. Nous allons, je vais vous proposer une pause de 30 minutes. 30 minutes, mais ne bougez pas, revenez vite, en tout cas dans 30 minutes, soyez là, parce qu'il va y avoir 2 keynotes, absolument 2 exposés absolument exceptionnels, de Philippe Mutrici d'une part et de Laurence de Villers d'autre part. Franchement, dans 30 minutes, revenez, vous ne le regretterez pas. Si c'est le cas, je vous rembourserai les entrées gratuites.